Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau talk Minerva du lundi soir avec Manel Jadoun et Bonsoir moi-même. Anaïs. Coucou. Bon, évidemment, c'est un jour particulier. On est un an après le 7 octobre. On est aujourd'hui le 7 octobre 2024, après un an de terreur à Gaza, à observer depuis l'Europe la guerre coloniale qui est menée par Israël, qui s'élargit au Liban aujourd'hui. Donc, toutes les deux, on s'est dit que ce serait important d'en discuter ensemble ce soir pour revenir sur ce que cette année écoulée veut dire et ben, voilà, partager un peu nos réflexions sur le sujet. Bien sûr, pas uniquement les nôtres, mais aussi les débats qu'on peut avoir avec le média Nos Révolutions. Et voilà, donc on vous invite à partager dans le chat vos questions, si vous en avez, vos réflexions, et on essaiera d'avoir la discussion la plus pointue possible. On va faire de notre mieux. La haute mission. Euh, de quoi? Une haute mission. C'est ça, c'est une autre mission parce que c'est quand même un sujet évidemment brûlant, pas si complexe que ça pour prendre position. Mais complexe sur le nombre de choses qu'on peut aborder, quoi. Mais, euh, mais du coup, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment ça va, Manel? Bah écoute, ça va. Je sors de 15 jours de maladie intense. J'ai attrapé une grosse grippe. Donc je m'en remets petit à petit, mais ça va. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et sinon, bah, l'actualité hein, elle met un gros coup au moral, comme toujours. C'est toujours triste de voir ce qui se passe ailleurs dans le monde, d'observer et de se sentir impuissant. Donc forcément, on a envie de parler de ces sujets-là, de s'en emparer, de ne pas rester silencieux face à ce qui est en train de se passer en Palestine, au Liban et partout dans le monde, tous les conflits qu'il peut y avoir dans le monde. Donc voilà, c'est pas facile de garder le moral, mais on est pleine de convictions et d'envie d'agir. Ouais, puis je pense aussi c'est bien d'avoir des groupes d'amis différents. Comment dire? Parce que bah, dans certains où bah, on parle pas forcément beaucoup de politique et bah, c'est vrai que ça fait un an qu'on en parle, donc bah, au bout d'un moment on n'en parle plus dans certains groupes d'amis, mais c'est bien aussi de pouvoir parfois en parler avec certains amis qui sont plus engagés sur le sujet et de pouvoir se dire ah bah il y a quand même, enfin voilà, ça se mobilise, y compris même ceux qui sont pas forcément en train de parler de politique tout le temps. Bah, à certaines dates, comme le 7 octobre, bah, c'est un sujet qui revient et on se demande ce qu'on peut faire, quoi, parce que ça fait un an, quoi, et on voit que c'est pas prêt de s'arrêter, donc voilà. En tout cas, on a déjà eu l'occasion de revenir de nombreuses fois sur voilà, enfin, le long historique, les décennies de rapports de force impérialistes, d'histoire coloniale et de violences contre les peuples qui nous ont amenés là où on en est aujourd'hui. On vous invite d'ailleurs à lire nos articles et à écouter nos derniers entretiens Minerva à ce sujet. Mais voilà, sur notre site norevolution.fr. Mais de toute façon, voilà, sur tout ce qui est historique de la situation, qu'est-ce qui nous a mené à là où on en est aujourd'hui, on aura l'occasion d'y revenir dans la discussion. Mais avant toute chose, je pense que c'est nécessaire, si t'es d'accord, Manel, qu'on s'arrête sur les dernières semaines et notamment bah, la nouvelle invasion du Liban. Je dis nouvelle parce que c'est pas la première fois par Israël. Euh, Après, du coup, qu'une de ces très nombreuses frappes aériennes élimine Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, le 27 septembre dernier. Dans ton édito de la semaine dernière, pour nos révolutions, tu disais que nul ne peut le contester désormais. Il ne s'agit ni d'une guerre au Hezbollah ni au Hamas, mais d'une guerre impérialiste visant à asseoir la prédominance d'Israël et du camp occidental dans la région. Est-ce que tu peux développer cette prise de parti que tu as eue pour ceux qui nous écoutent?
Ouais, alors c'est une prise de position, voilà, que je pense nécessaire en fait dans la période, puisque Israël légitime en tout cas ou fonde l'ensemble de son discours de guerre impérialiste et l'ensemble de ses stratégies de guerre, de ses offensives aériennes, militaires et le nombre de morts qu'il peut y avoir par sa volonté de combattre ses opposants politiques que sont enfin, un de ces, enfin, parmi ses opposants politiques, le Hamas et le Hezbollah. Ce sont ses ennemis politiques historiques. Hein, ça date pas d'aujourd'hui. Hein, l'affrontement entre Israël et le Hezbollah ou entre Israël et le Hamas. Mais force est de constater que il ne s'agit pas d'attaques ciblées contre des forces, voilà, contre le Hezbollah ou contre le Hamas, mais d'une tentative d'annexion totale de la Palestine pour ce qui concerne la Palestine et la bande de Gaza, puisque on compte on compte voilà plus de 40 000 morts et voilà des milliers de personnes qui sont ravagées par la famine, par les bombes, par les voilà par les épidémies et qui aujourd'hui sont complètement sous embargo et qui sont voilà qui font face à la mort tous les jours. Et pareil au Liban d'une politique de terreur qui touche aussi des civils et qui entraîne qui entraîne des populations à l'exil sur les routes de l'exil. Donc il ne s'agit pas uniquement de combattre des opposants politiques que seraient le Hamas ou le Hezbollah, qui sont véritablement des opposants au régime israélien, mais de terroriser et d'asseoir la dominance, enfin la prédominance d'Israël dans un contexte géopolitique au Proche-Orient et au Moyen-Orient qui est très complexe, mais je pense qu'on aura le temps tout à l'heure d'en rediscuter avec voilà des intérêts de puissance occidentale et d'ailleurs aussi du monde arabe et voilà de liens avec Israël. Donc il y a tout un tas d'enjeux qui se jouent autour de ces guerres-là, et ce ne sont pas uniquement des guerres au Hezbollah ou au Hamas, mais bien des guerres de territoire stratégiques, économiques, politiques, que ce soit voilà pour Israël, mais aussi pour toutes les forces qui prennent position dans ce conflit-là. Mais du coup, enfin, on... un des gros événements enfin, une des grosses avancées dans les débats autour de la guerre menée par Netanyahou, enfin la guerre coloniale menée par Netanyahou et son gouvernement, ça a été la prise de position de la Cour de justice internationale qui qualifie les actes commis par l'armée israélienne, le gouvernement israélien, enfin, avec la direction de la politique de Netanyahou, de génocide contre les Mm. Palestiniens, notamment à Gaza, mais aussi ailleurs. Et enfin, voilà, qualifie Netanyahou de criminel de guerre. Mais malgré ça, et enfin, je voudrais bien qu'on en discute aussi. euh, la popularité que Netanyahou entretient parmi le peuple israélien, l'ordre occidental et le système médiatique dominant, elle est assez ahurissante. Enfin, du coup, j'ai noté quelques trucs que j'ai vu passer, mais là, tu le dis dans ton édito, il y a 80% des Israéliens qui soutiendraient l'offensive contre les Hezbollah au Liban, d'après un sondage réalisé pour l'Institut israélien de la démocratie. Donc ça fait quand même une majorité écrasante Mm. de la population, quoi, qui est acquise à la justification du génocide, de l'invasion, etc. Il y a Patrick Le Yarrick aussi qui a écrit un article qu'on a republié sur notre site No Révolution, où il dit que les chancelleries occidentales ne sont pas que passives face à Netanyahou, mais félicitent sa pondération, encouragent une Mm. riposte proportionnée, revendiquent le droit d'Israël de se défendre, bien sûr hors de toute considération du droit international. Donc c'est vraiment comment dire, un récit de la réalité qui semble complètement à côté de ce qu'on observe, parce qu'on a accès à des images et que les images ne montrent pas ça. Et les chiffres de toutes les ANG qui sont présentes sur place, etc. En parlant du mépris total pour les institutions internationales qui se font l'écho des peuples du monde. Tu te rappelles dans ton édito que le ministre des Affaires étrangères israélien a interdit, dans le plus grand des calmes, à Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, d'entrer en Israël. Donc ça Mm. aussi, c'est quand même... Enfin, tu te places en dehors de
de tout droit international, de toute conception genre internationale d'un ordre qui soit pacifique, quoi. Enfin, t'en as Mm. rien à faire. Et j'ai vu passer aussi, bon, c'était sur Instagram, quelqu'un qui repartageait et tout, mais ça m'avait aussi choqué. L'article du Parisien Mm. qui a été signé par Charles de Saint-Sauveur et Enzo Guerini le 1er octobre, euh, titré Nous avons relevé la tête, Nous avons relevé la tête, entre guillemets, en Israël, la revanche du phénix Netanyahou. Et pour introduire le propos de leur article, le chapeau de l'article, c'était au lendemain des attaques du 7 octobre dans le sud d'Israël, on le disait fini. Un an plus tard, la cote de popularité du Premier ministre est repartie en flèche à la faveur de ses succès au Liban. Même si l'embellie n'est sans doute que provisoire. Trois petits points. Donc, manifestement, pour les journalistes du Capital, parler d'un criminel de guerre, c'est un peu comme commenter l'évolution sportive d'un attaquant en Champions League. C'est choquant. Enfin, vraiment, enfin bref, je trouve ça incroyable. Mais en fait, ce qu'on voit à la lumière de ces soutiens plus ou moins affichés, ce qui se dessine très clairement, c'est un camp qui se bat pour la même chose et qui est solidaire dans ses prises de position et dans ses prises de parole. Le camp de la loi du plus fort, au service des intérêts économiques et stratégiques des capitalistes, évidemment. Euh, et voilà, enfin, on aurait vraiment tort de croire au regard de la ferveur de la défense Mm. de tout ce camp, quoi, que l'ordre international qui est dirigé par les États-Unis et les vassaux et ses vassaux que sont les pays de l'Union européenne lèveront le petit doigt pour défendre les Palestiniens et les Libanais. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se passe maintenant. Parce que, en fait, ce qui se passe au Moyen-Orient, ça l'arrange et que ce qui l'arrange, ça va des décennies de colonisation d'Israël au génocide des Palestiniens, à l'invasion du Liban, etc., etc. Et en fait, c'est pas une question de... Enfin, ces gens sont méchants. Enfin, ça, c'est une question. C'est, oui, d'accord, certes, c'est... Voilà. Mais juste, c'est leur intérêt, quoi. Et bref, et en tout cas, je trouve que c'est vraiment ce que ça montre, ces prises de position qui montrent très bien qu'en fait, il s'agit pas de morale là. Enfin, pour les peuples du monde, il s'agit évidemment de morale et de choc et de juste, enfin, même pas savoir quoi faire face aux horreurs qu'on voit. Mais de leur côté, c'est pas la question, quoi. Et c'est pas en disant que c'est horrible ce qui se passe que. Bah, je pense que nous aussi, on a intérêt à comprendre, du coup, pourquoi est-ce Hmm. qu'ils agissent comme ça. Parce que quand on fait face aux images, quand on fait face à l'information qui nous arrive, quand on voit aussi les prises de position d'un certain nombre d'organismes, y compris de dirigeants politiques français qui ont, y compris Emmanuel Macron, qui ont appelé au cessez-le-feu, bon, qui condamne d'une main les attaques d'Israël, etc., et de l'autre en le soutenant et en continuant, par exemple, la vente de livraison d'armes, alors qu'on a dit qu'on livrait pas d'armes, qu'ensuite, en fait, on n'en livrera plus, et en fait, finalement, on en livrera, enfin, on livrera des Maintenant, on pièces va détachées. envoyer des dispositifs défensifs. C'est ça. En Faudrait gros, un expliquer peu ce que c'est. des pièces détachées et tout. Ouais, c'est Donc, ça. en fait, il y a vraiment une hypocrisie. Et c'est vrai que vu comme ça, à première vue, on se dit oui, c'est des hypocrites, voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le recul peut-être aussi et la compréhension de ce qui est en train de se passer en termes d'intérêt économique, géostratégique, politique pour chacun des pays. Parce que autant il y a des répercussions, on va dire, sur des répercussions stratégiques, géopolitiques sur le Moyen-Orient et le Proche-Orient, mais aussi des enjeux aussi de politique intérieure. Quand Emmanuel Macron prend position ici, c'est parce qu'il aussi il a une base électorale, il a un électorat et il est soutenu ou pas soutenu par une de ses bases électorales. Pareil pour les États-Unis, pareil pour un certain nombre de pays, et répondent aussi à des logiques de politique nationale. Par exemple, on voit très bien que le gouvernement israélien est soutenu par l'extrême droite française et par toutes les extrêmes droites du monde, et que c'est une extrême droite qui réussit au Proche-Orient. Et ça donne aussi de la force politique à un projet politique d'extrême droite foncièrement réactionnaire, religieux,
qui vise à dire voilà, il y a une terre qui nous est promise, voilà le projet politique qu'on a derrière, et c'est un projet voilà foncièrement réactionnaire et qui donne de la force en fait à toutes les forces réactionnaires à l'échelle mondiale. Et c'est aussi une partie de l'électorat français qui soutient l'extrême droite et une partie de l'électorat aussi que Macron souhaite avoir dans sa poche, parce qu'on voit enfin voilà les tentative de rapprochement avec l'extrême droite française qu'opère le gouvernement français avec son gouvernement Barnier, etc. Il y a des logiques aussi nationales au fait que tel ou tel dirigeant ou tel pays se positionne de telle ou telle manière vis-à-vis aussi de son peuple. Et c'est particulièrement vrai, par exemple, aux États-Unis, où, pour les républicains notamment, un peu moins pour les démocrates, mais pour les républicains, la question israélienne, elle est centrale dans le vote, notamment pour la population blanche, protestante, évangéliste, etc., qui monte toujours au créneau sur la question israélienne, et c'est une question aussi électorale propre dans les débats démocratiques aux États-Unis. Donc il y a vraiment des enjeux déjà politiques à ce niveau-là. Et ensuite, il y a des choix aussi géopolitiques. Là, je vais plutôt parler pour le coup des États-Unis. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur l'Union européenne. Mais le soutien des États-Unis, déjà, il n'a pas toujours été du côté d'Israël, en tout cas au tout début, ça a été plutôt la France et l'Angleterre qui soutenaient le projet voilà, d'établissement d'un État israélien sur les terres palestiniennes. Au tout début, et c'est bien après que les États-Unis en fait vont en fait s'impliquer dans le projet israélien, notamment au sortir de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de la guerre froide avec l'URSS, pour qui voilà Israël était un acteur majeur dans cette guerre froide. Puis après les attentats du 11 novembre, où vraiment Israël voulait, ou pardon, les États-Unis voulaient s'implanter dans la région, et donc ils ont financé enfin c'est plus de 158 milliards de dollars depuis la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis ont donné à Israël. Notamment, aujourd'hui, il y a aussi les enjeux entre la Chine et les États-Unis qui se jouent dans cette région-là. Et donc, il y a un intérêt stratégique à soutenir Israël dans cette, dans cette région. Donc c'est un soutien qui ne cesse de croître, et d'ailleurs c'est les États-Unis qui soutiennent le plus fermement Israël. On l'a vu avec le Conseil des Nations Unies, où ça a été les seuls à poser leur droit de veto sur les résolutions de cessez-le-feu en Palestine. Donc ils ont vraiment un intérêt aussi économique et stratégique à soutenir politiquement le régime israélien, même si voilà ils appellent à plus de prudence, etc. Et tu parlais des pays arabes, mais du coup, c'est quoi la position des pays arabes par rapport à... Mais depuis, bon, c'est une région qui est très compliquée. Enfin, je tiens vraiment à dire que je suis pas du tout spécialiste de la région du Moyen-Orient, mais en fait, les liens entre Israël et les pays arabes, en fait, ils tendent plutôt à se normaliser depuis un certain nombre d'années, notamment avec l'Arabie Saoudite, les Émirats. J'ai fait quelques petites recherches sur les pays arabes. Et donc du coup, c'est assez intéressant en fait de voir que il y a un certain nombre de contrats en fait, notamment en termes de cybersécurité, qui ont été en fait scellés entre les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et Israël, notamment en termes de renseignement, pour qu'ils puissent voilà coopérer en fait dans la région autour voilà de contrats de sécurité, de surveillance, de partage d'informations. Donc c'est ce qui s'est passé notamment autour du 7 octobre. Et donc il y a plutôt des stratégies de normalisation, de pacification de la région, où les pays arabes disent on n'arrête pas de soutenir la Palestine, ça nous permet même en normalisant les rapports avec Israël de financer plus simplement l'aide humanitaire à Gaza, etc. Bon, c'est un peu ce que fait aussi le gouvernement français, c'est-à-dire signer des gros contrats sur un tas de questions, les infrastructures
Bah pareil, cybersécurité, construction, etc. Et en même temps dire bah on peut continuer à donner de l'aide humanitaire à Gaza. Donc voilà, plutôt la stratégie des pays arabes, c'est de pacifier les rapports avec Israël. C'est ce que montrent en tout cas les accords d'Abraham qui ont été signés en 2020, qui ont été d'ailleurs voulus par Donald Trump à l'époque. Et donc du coup, ça a aussi conduit à la pacification des rapports, par exemple avec le Maroc entre Israël et le Maroc, où voilà, il y a des échanges, notamment en termes d'armement, qui ont été signés. Ok. Et, mais du coup, enfin, on parle de pacification. On a sorti une série de visuels qui sont vers 18 h aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui justement appellent à 5 mesures urgentes pour la paix. Parce qu'en fait, on entend beaucoup, et j'aimerais bien qu'on ait une discussion un peu plus longue là-dessus, mais euh, on parle beaucoup de bah, l'urgence de la paix, à minima, enfin, juste pour les peuples qui subissent évidemment bah, le génocide en premier lieu à Gaza, l'invasion au Liban, 1 million de personnes déplacées au Liban, ce qui est genre un sixième de la population, parce que la population libanaise est pas très grande. Si je dis des bêtises, dites-le moi dans le chat, mais je crois que c'est ça. Euh, et bon, enfin voilà, la paix évidemment est une urgence absolue, mais en fait, quand on entend les médias, les dirigeants politiques, etc., parler de paix, mais sans parler des conditions nécessaires à la paix, on peine un peu à comprendre ce qu'ils veulent dire par la paix. Nous, du coup, ce qu'on rappelle, mais on n'est évidemment pas les seuls à le dire, mais on se fait le relais des luttes et des revendications du peuple palestinien, enfin des peuples en résistance, en fait, contre la guerre coloniale d'Israël. Mais voilà, faut en tout cas appeler au cessez-le-feu, à la fin de la guerre et de la colonisation, à l'arrêt de la livraison d'armes, mettre des sanctions internationales contre Israël tant que la guerre et la colonisation continuent. Euh, il faut appeler à des élections démocratiques en Palestine, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie ou aussi à Jérusalem-Est. Reconnaître l'État palestinien dans les frontières de 1967 reconnues par l'ONU et que tous les otages et tous les prisonniers politiques soient libérés. Bon, là, ça, évidemment, face à enfin, à, l- à la réalité ahurissante face à laquelle on est confronté, ça peut sembler être des vœux pieux. Mais en tout cas, quand on parle de paix au Moyen-Orient, en tout cas en ce qui concerne euh, les politiques d'Israël, enfin, moi j'ai un peu du mal à... Enfin, c'est même pas que j'ai du mal, c'est que enfin, c'est complètement cynique et cruel et hypocrite de parler de paix sans parler de ces conditions en fait qui sont nécessaires pour la paix parce que si on parle d'une paix sans ces conditions, ça veut dire que ce serait une... Je sais même pas comment on peut appeler ça une paix, mais enfin une absence de guerre, mais bâti sur le sang de millions de personnes, sur bah, en tout cas aujourd'hui, des milliers, des milliers et des milliers de Palestiniens et maintenant de plus en plus de Libanais qui ont été bah, tués par les attaques israélienne. Et surtout, ce qui pose question, c'est qu'au début, enfin en tout cas depuis le 7 octobre, parce que encore une fois, l'histoire de la colonisation israélienne, elle débute bien avant. Mais enfin voilà, là on parlait des frontières de 1967. Avant les frontières de 1967, il y en avait encore d'autres, mais elles n'ont pas été respectées. Puis ça a été ces frontières-ci qui n'ont pas été respectées. Petit à petit, enfin la colonisation israélienne a gagné du terrain sur les territoires palestiniens. Et même les territoires palestiniens pas encore occupés, ben, c'est des destructions de biens, des destructions de territoires agricoles, enfin, rendre la vie impossible en mettant des checkpoints, etc., etc. Ensuite, on passe un nouveau cap avec
bah, enfin, tout le génocide qui a lieu Mm, à Gaza depuis le 7 octobre. Et maintenant que Gaza est complètement ravagé, maintenant c'est mm, au tour du Liban. mm, Et après le Liban, ce sera quoi? Enfin, mm, et donc voilà, si on parle de paix, faut enfin, vraiment se voiler la face pour pas se rendre compte enfin, pas se rendre compte, pour ne pas assumer le fait que cette paix, elle a des conditions et que ces conditions, c'est le respect du droit international, etc. Enfin, toutes les mm, trucs qu'il a dit juste avant. Et, euh, et du coup, enfin, quand on se dit que c'est ça les conditions de la paix et quand on voit les prises de position voilà, des États-Unis, des pays de l'Union européenne, enfin voilà, des principales puissances occidentales qui décident de l'ordre mondial, ben, on peut être un peu découragé. mm, C'est ce qu'on disait au début mm, enfin, de cette discussion, mais euh, pourquoi, enfin, moi je pense qu'il faut évidemment garder mm, courage, combativité et s'appuyer sur ces revendications pour euh, collectivement faire changer mm, le rapport de force international. Mais enfin, dire ça, c'est quand même, voilà, ça semble si inatteignable. Enfin, t'en penses quoi, toi? Comment on peut garder courage et comment on peut faire en sorte que mm. les conditions de la paix ne soient pas des vœux pieux, mais des revendications qu'on puisse vraiment voilà, Mm. utiliser pour changer les choses, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit dans un peu, ça rejoint la question qu'a eu Nati THPD Ouais, dans j'ai vu le qu'il a dit ça. chat. C'est quoi nos leviers d'action concrets pour que nos gouvernements agissent? Les manifs du samedi rassemblent de moins en moins, la répression est toujours bien active. Alors moi, je pense que les actions de boycott, enfin, de boycott de manière générale sont assez intéressantes. Parce que bah, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais par exemple, l'Union européenne et les États-Unis, ils absorbent à eux tout seuls 70% des exportations israéliennes, par exemple. Et que, bah, par exemple, il y a une base légale d'échange entre l'Union européenne et Israël qui a été signée en 2000, qui permet en fait des échanges commerciaux dans le cadre du libre-échange dans de nombreux secteurs, donc industriels, agricoles, etc. Et que ce sont en fait des partenaires économiques très importants d'Israël et de l'Union européenne. Par exemple, en 2022, c'était 24% des exportations israéliennes qui étaient dirigées vers l'Europe et 31% des importations qui provenaient de l'Union européenne. C'est un rapport du Trésor français. Et donc, et y compris les colonies, elles rapportent de l'argent à l'État israélien. Les rapports, ils sont très anciens, on n'arrive pas à avoir des chiffres très précis dessus. Mais par exemple, en 2013, une des missions du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, elle avait montré que les activités économiques d'Israël dans ces colonies, vraiment dans les colonies, en fait, elles viennent pomper en fait des ressources palestiniennes, notamment la terre, l'eau, les minéraux, qui sont ensuite en fait transformés essentiellement dans des entreprises israéliennes ou étrangères et qui vont voilà produire des produits privés, etc. et qui vont en fait permettre de ce fait le maintien de la colonisation. Et donc là, vraiment, ça va être la construction, l'agriculture, la fabrication et les services, notamment les services bancaires, etc. Ça leur apporte pas tant d'argent que ça, mais ça leur en rapporte quand même un certain nombre. Et donc, du coup, par exemple, en France, on a un certain nombre d'entreprises françaises qui ont des activités directes dans les colonies israéliennes, vraiment dans les colonies israéliennes. Et donc, au-delà voilà, de l'armement qui est envoyé par la France, notamment par l'entreprise Dassault, etc., on a voilà, des grandes sociétés de transport. Donc, on a Alstom qui a construit la première ligne de tramway à Jérusalem et qui occupe en fait toute la maintenance voilà, de la compagnie ferroviaire nationale. On a Thales, on a dans l'énergie, on a EDF, Énergie Nouvelle, qui est en Israël en fait depuis 2010 et qui est vraiment leader dans le paysage. On a Bouygues aussi,
qui est vraiment voilà qui investit beaucoup dans le territoire palestinien. On a Carrefour aussi, donc qui est parmi les premières enseignes à boycotter. Donc on a vraiment, je pense que à travers aussi la campagne de boycott, de désinvestissement et de sanctions contre des entreprises, des sanctions économiques contre des entreprises qui financent directement la colonisation qui est illégale, interdite par le droit international, c'est important d'aller sur ces leviers d'action et de boycott parce qu'en plus ça mobilise et il y a des conséquences directes en fait. Là-dessus, je t'interromps parce que je sais que tu as sûrement d'autres éléments à ajouter. Mais juste là-dessus, du coup, parce que Nati parle de en Europe, en France, c'est quoi nos leviers Mm, d'action? Et c'est vrai que la question du boycott, des investissements et des sanctions, c'est, comment dire, c'est un des leviers d'action qui sont les plus brûlants dans les débats, etc. mm, Notamment parce que, enfin, notamment en Allemagne, notamment en Allemagne où il y a vraiment un blocage, mais très largement partagé dans la population, quoi. C'est un sujet qui est, enfin, voilà, une douleur collective, un trauma collectif, enfin, je sais pas comment on peut l'appeler. Mais en gros, appeler au boycott d'Israël, en gros, ça reviendrait à interdire enfin, ce serait antisémite, quoi. Ça mm, veut dire refuser de commercer avec la population juive. Et il y a aussi je pense, un travail de rationalisation du débat à ce niveau-là, quoi, de dire, ben non, il ne s'agit évidemment pas de ça, il s'agit absolument pas d'une revendication antisémite, mais de choix politiques qui reposent sur le droit international, sur, effectivement, comme tu disais, une colonisation qui est illégale, et c'est des sanctions qui... Bah, s'inscrivent dans le droit international qui, évidemment, n'est pas antisémite, quoi. Donc, mm, je pense qu'il y a aussi enfin, voilà, un débat à faire avancer en Europe. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui, sincèrement, dans les pays, bah, en Allemagne, en Autriche, enfin, dans ces pays-là, qui, genre, sincèrement, ont vraiment du mal à débattre de ce sujet parce que, voilà, il y a un genre de culpabilité collective qui est très mal placée parce que, en l'occurrence, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Euh, et voilà, enfin, voilà. En tout cas, la question du boycott, c'est des investissements sanctions. Faut s'en emparer et à la fois, ça demande de faire avancer les consciences, quoi. Et au-delà de la France, mm. dans nos pays voisins, quoi. Totalement. En plus, ce sont des campagnes internationales et je vois que partout, tout le monde s'en décide. Après, dans le boycott, il y a toujours voilà, des campagnes ciblées. Donc, il y a des entreprises à boycotter en principal parce qu'elles ont vraiment des liens très directs avec les colonies israéliennes. D'autres qui ont des liens, en fait, plutôt indirects. Donc, tout ça est détaillé, en fait, sur tous les sites de boycott des investissements de sanctions. Et je vois que le site BDS a été mis dans le chat. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a aussi un tas d'applications où en fait quand vous faites vos courses par exemple vous scannez et vous voyez en fait quel est le niveau en fait d'implication avec le régime israélien, est-ce que c'est des sources de financement direct, indirect, etc. Mais je pense que ça c'est un moyen d'action parmi tant d'autres qui ne remplace en aucun cas l'action politique, le fait de continuer à manifester, le fait de continuer à s'organiser, d'organiser la solidarité internationale, de continuer à parler de ce qui se passe, etc. Mais je pense qu'en moyen d'action concret, il peut y en avoir plein d'autres. Il y a plein de modes d'action qui ont été faites, notamment contre des entreprises israéliennes. Je crois que c'était aux États-Unis aussi, au Royaume-Uni, où il y avait plutôt voilà, des modes d'action plus directs. Mais je pense que le boycott est à la portée de tous et peut être aussi compréhensible par tous. Mm, mm. Oui, et puis je pense qu'on a tous à l'esprit le fait que si la Cinquième République était un régime démocratique qui était fait pour mettre au pouvoir les gens qui gagnent les élections, euh, bah peut-être que le rapport de force serait un peu différent, quoi. Complètement. Voilà, si on avait le nouveau Front populaire, enfin voilà, si on avait un gouvernement solidaire de la Palestine aussi, bah ça changerait quand même pas mal de choses, quoi. Mm. Sachant que la voix de la France, enfin, la France a une véritable voix sur la scène diplomatique. Mm. On commence à en douter aussi avec les reculs d'Emmanuel Macron à chaque fois qu'il fait une position, enfin, qu'il prend position contre Benjamin Netanyahou. On sent qu'il s'est fait taper sur les doigts 5 minutes après et que il revient, comment on appelle ça? Penaud.
Hein? Je cherchais une expression Il revient adaptée. à la niche. Voilà, c'était ça que Exactement. j'avais. Il revient à la niche. Donc, effectivement, on a des personnalités politiques qui sont très peu courageuses, qui défendent leurs intérêts, euh, sachant que la France est aussi un grand soutien du peuple libanais quand même. Enfin, je pense qu'il y a des liens historiques entre la France et le Liban. Et c'est vrai qu'on se disait avec des potes, bah, on pensait vraiment que le Liban, ce serait la ligne rouge, quoi. Ce Ouais. serait, enfin, au vu de l'histoire entre le peuple libanais et le peuple français, ce serait la ligne rouge. Là, vraiment, il va y avoir une vraie réaction internationale. Et c'est vrai que là, pour l'instant, il n'y a personne qui défie vraiment Israël ou qui est en mesure, en tout cas, d'appliquer de réelles sanctions. Et pourtant, les sanctions, elles peuvent exister. Et, et Israël aurait dû être isolé après un an de massacre, quoi, sur la scène internationale, ce qui n'est pas arrivé. Mm, mm. Mais c'est vraiment, il y a beaucoup, enfin, il y a aussi évidemment une dimension très raciste dans les réactions à ce qui se passe bah, à Gaza, au Liban et tout. Mais c'est vrai que, enfin, franchement, enfin, là, du coup, je vais être un peu plus dans genre mon ressenti personnel, mais ça donne vraiment le sentiment que, genre, Netanyahou, il est en safari dans la savane et il y a des animaux sauvages qui passent par là et du coup, genre, on s'en débarrasse, quoi. Enfin, c'est comme si, enfin, t'as vraiment le sentiment que les populations arabes sont pas des humains, quoi. Enfin, c'est, ouais, genre des troupeaux qui passent par là, qui n'ont pas, genre, un statut d'humain. Et donc, du coup, on ne s'en émeut pas, on n'en parle pas, c'est pas... Enfin, je sais pas. Oui, c'est le sentiment un peu comme après, enfin, depuis des années, en fait, depuis aussi ben, la crise syrienne aussi, que les vies au Moyen-Orient et notamment les peuples arabes, mais pas que, puisque bon, il n'y a pas que des peuples arabes, il y a voilà, une diversité de peuples au Moyen-Orient et au Proche-Orient, mais que ces vies-là, en tout cas, ne comptent pas, et qu'on peut décimer des populations entières, qu'on peut déstabiliser des pays entiers, et que ça devient en fait de véritables no man's land pour défendre voilà des intérêts économiques coloniaux et c'est pas nouveau les régimes de colonisation, de prédation et d'impérialisme. Et c'est vrai que de fait, ça pose la question d'une révolution mondiale, quoi, parce que il faut mettre, enfin, on ne mettra pas fin à un régime, au régime impérialiste en y mettant fin Mm, uniquement dans nos pays, et qu'il y a nécessité, l'obligation pour le mouvement révolutionnaire d'émancipation, de l'émancipation humaine, de construire bah, un monde alternatif, un monde qui soit pas, voilà, basé sur des coopérations, enfin sur un modèle de prédation et sur des modèles impérialistes, mais sur des modèles de coopération autre que ce qui nous est proposé aujourd'hui. Et ça montre aussi, en fait, la fin enfin, que le capitalisme et ses intérêts ne peuvent pas continuer mm, à, à régir l'organisation du monde et qu'il est nécessaire de proposer un autre projet à l'échelle mondiale et que bah, de dire bah, ce qui se passe ailleurs, c'est aussi ce qui se passe chez nous quelque part et mm, que en fait il y a pas notre position sur la Palestine, elle n'est pas que sur la Palestine, mais elle est aussi sur un tas d'autres positions parce qu'on voit très bien ce que ça fait dans le paysage politique français. C'est mm, pas juste un truc qui se passe ailleurs et dont on parle pas et dont on a méconnaissance. Non, ça vient fracturer mm, l'ensemble du pays et notamment voilà des débats politiques, y compris à gauche. Sur mm, la question de la Palestine, sur voilà sur la question de l'Ukraine, sur la question de la Syrie, etc. Donc on a vraiment les conflits internationaux et les guerres internationales ont des répercussions nationales et nationalement, il y a des gens qui défendent certains intérêts internationaux et d'autres voilà et d'autres qui défendent ben, la solidarité internationale, qui défendent voilà, la fin des intérêts impérialistes de nos pays dans les pays dans d'autres pays quoi. ouais. Et donc du coup, enfin les choses ne sont pas détachées et je pense que c'est pour ça aussi qu'elles sont vives. C'est pas juste par humanité, mais parce qu'on sait que on a une responsabilité aussi vis-à-vis de ce qui se passe ailleurs, parce que c'est pas vraiment pas un hasard qu'on n'agisse pas en fait, enfin que des pays occidentaux ou même des pays du monde arabe n'agissent pas pour mettre fin à ce qui se passe en Palestine ou au Liban. Bah, c'est exactement comme ce que tu disais tout à l'heure sur les liens entre les extrêmes droites européennes, enfin les extrêmes droites internationales, l'international d'extrême droite d'ailleurs, Ouais, si on pourrait c'est dire, ça. et la politique de Netanyahou.
Totalement. Je pense que ça les inspire aussi quelque part, quoi. Et c'est pas un hasard que Donald Trump il soutienne à fond le régime de Benjamin Netanyahou et que l'extrême droite française se positionne en soutien total à la politique génocidaire de Benjamin Netanyahou, parce que en plus c'est un parti d'extrême droite. Enfin, Benjamin Netanyahou et représente en fait l'extrême droite israélienne et il a aussi des intérêts politiques nationaux à défendre. Il veut rester Premier ministre, il veut continuer. Et d'ailleurs, en fait, ce que j'essayais un peu de dire dans mon article, c'est qu'il a réussi aussi à se mettre, enfin, à signer des accords électoraux avec ses opposants, qui sont d'ailleurs plus à l'extrême droite que lui, pour dire, euh, il a réussi à voilà à faire en sorte que voilà il soit pas que ce soit plus ses opposants politiques, mais il gagnera les prochaines élections haut la main. Après, effectivement, l'objectif c'est de l'isoler, y compris en Israël, et que mais visiblement les gens votent très majoritairement pour la politique de Benjamin Netanyahu et c'est un fait. Mais du coup aussi la question c'est comment isoler Benjamin Netanyahou, comment créer des ruptures entre le peuple israélien aussi et son gouvernement. Mais visiblement, la seule question sur laquelle ils sont en opposition avec leur gouvernement, c'est sur la question des otages. On avait vu qu'il y avait un certain nombre de manifestations en Israël qui ont été aussi durement réprimées. Il y a aussi des acteurs de paix en Israël, notamment des partis de gauche, des partis communistes, etc., mais qui sont très minoritaires, mais effectivement avec lesquels on peut effectivement discuter sur un, des possibilités d'avenir. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des conditions. Et les conditions, c'est le respect du droit international, le cessez-le-feu, la fin de la guerre et la fin de la colonisation, et le respect des résolutions de l'ONU, déjà pour commencer. C'est ça. C'est ce que tu disais. En fait, c'est pour commencer, retour à la décence, retour au droit international. Après, effectivement, euh, en fait, c'est comme si, d'un point de vue de la crise climatique, du point de vue Mm, des guerres, du point de vue des offensives masculinistes contre les avancées du mouvement féministe, c'est comme si, enfin, c'est même pas, enfin, il y a vraiment des soubresauts morbides, horribles, mm, destructeurs, etc., du capitalisme. Et en fait, il faut se dire que bah, tant qu'on n'y met pas fin, ça va continuer, quoi, parce que c'est une continuelle fuite en avant pour retomber sur ses pattes. Et enfin, je pense que, enfin, je paraphrase un peu ce que tu as dit juste avant, mais je pense que c'est vraiment important et c'est le message, à mon avis, qui est important de faire passer. C'est que c'est comment dire, c'est des choix et des prises de position politiques et des options politiques qui sont prises par l'extrême droite israélienne notamment, mais par notre gouvernement de totalement d'autres manières, quoi. Enfin, mm, à chaque fois, c'est des choix politiques qu'on combat, mais on fera que les combattre et que se retrouver face à d'autres choix politiques destructeurs de diverses manières tant qu'on mettra pas fin mm, tout simplement au système économique qui justifie ça, qui nécessite en fait que ceux qui sont à la tête des gouvernements, peu importe où c'est, continuent leur politique de prédation, de destruction sociale, etc., etc. Et faut vraiment se dire que on a on a la possibilité de changer le monde, quoi. mm, Vraiment, enfin, on en parlait la dernière fois dans l'entretien que j'ai fait avec, enfin, dans la discussion qu'on avait eue avec Hugo il y a 2 semaines sur la révolution au Bangladesh. Enfin, en fait, des révolutions, des moments où le peuple collectivement décide de suivre son aile la plus radicale et la plus progressiste pour renverser le pouvoir et décider what's next, genre c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait ensemble, comment on répond bah, aux défis qui nous sont posés, bah ça arrive, c'est pas quelque mm, chose qui est inatteignable, mais pour ça il faut se mobiliser et il faut se faire en sorte que au moment où parce que bah, en fait à chaque fois dans les moments révolutionnaires il y a un moment de bascule qui fait que tu passes de il y a plein de conditions qui se mm, mettent, qui s'alignent
d'une manière que tu prédis pas forcément, ou Oui, tu voilà, t'as pas forcément les outils pour le voir, mais il y a un moment de bascule où bah faut faut être prêt en fait pour bah, convaincre autour de soi de se mobiliser avec le mouvement qui se met en place, avoir enfin comment dire le fait de s'engager au quotidien, d'aller en manif, de convaincre des gens autour de soi, on peut avoir l'impression que c'est un peu vain et que ça sert pas à grand-chose parce que là, ça change pas à grand-chose. Mais par contre, c'est que des gens pour qui la politique est rentrée dans leur vie oui, et où du coup, bah, ce qui se passe par exemple à Gaza, c'est pas juste un truc qui se passe loin, mais c'est quelque chose sur lequel on peut agir ici. Ce qui se passe à la tête de l'État, c'est pas juste un truc sur lequel on n'a aucun pouvoir, mais au contraire, on serait bien meilleur pour diriger l'État que ces gens-là. Et en fait, le fait de continuer de se mobiliser, de parler autour de soi, de convaincre des gens d'aller dans la rue, de prendre des actions, de oui, boycotter potentiellement, ou d'aller en manif, ou de faire grève, etc., etc. Bah c'est que des enfin c'est si on ne fait pas ce travail-là, ben on manquera tous les moments potentiels où bah, la marche de l'histoire en France et à l'international peut être renversée parce qu'on a besoin en fait de gens convaincus et combatifs quoi et qui aient la volonté de se battre. Ça semble un peu euh, euh, abstrait dit comme ça, mais c'est très concret quoi. Et notamment pour la Palestine, le fait que des peuples dans le monde euh, arrachent des victoires et bah, typiquement les grandes avancées, enfin les mouvements sociaux qui se passent en Inde par exemple, mais enfin voilà aussi ailleurs, ça donne du courage et ça donne aussi une perspective d'un monde, d'un autre monde qu'on peut construire bah, genre dans nos pays et aussi à l'international. Et on a besoin de ces... Tant qu'on fait vivre l'alternative, bien sûr, on aura une lutte du capital et de ses défenseurs toujours plus acharnée, parce que c'est ça l'extrême droite, hein. Il y a des alternatives, il y a le mouvement féministe, il y a le mouvement écologiste, il y a le mouvement pour la paix. Mais donc, de toute façon, eux, ils vont pas arrêter de gigoter pour essayer et d'être de plus en plus violents et de plus en plus agressifs pour défendre leurs intérêts. Mais ça ne doit pas nous décourager parce que plus ils gigotent, plus ils gigotent. Ça fait, bon, Netanyahou ne fait pas que gigoter, genre, il trucide des gens. Mais, enfin, ouais, plus ils sont euh, fébriles, plus ça veut dire que, bah, ils sont en danger, en fait. Et faut pas perdre courage et il faut se dire que on a tout intérêt à se mobiliser, quoi. complètement. Voilà. J'ai fait une espèce de litanie. Non, mais c'est vrai que c'est important. En plus, c'est dans notre ADN, quoi, de Mm. développer l'idée que la révolution ne peut être que mondiale et qu'elle nécessite le développement de solidarité à l'échelle internationale et que c'est sur ce fondement-là qu'on peut envisager renverser le système capitaliste et que c'est une condition sine qua non, c'est-à-dire que, enfin, je sais pas, mais moi, quand je suis rentrée en politique, les questions de solidarité internationale, c'était le ciment de mon engagement politique, c'était la Palestine, le Kurdistan, l'histoire du mouvement communiste avec l'Afrique du Sud, les révolutions de libération nationale, et toute l'histoire des révolutions mondiales forge le mouvement communiste et le mouvement révolutionnaire international et national. Donc, je ne vois pas comment est-ce que les chemins de la fin de la guerre et de l'avènement de la paix peut passer par d'autres chemins que la fin du capitalisme. Mm. Parce que le capitalisme, c'est les guerres et la prédation, donc ça ne peut pas être autre chose. On ne mettra pas fin aux guerres tant qu'on n'aura pas créé les chemins d'une alternative politique. Tout à fait. Et c'est une invitation à vous rendre à toutes les manifestations qui sont et qui seront organisées dans toutes les villes, bien sûr, pour bah, dire stop à ce qui se passe au Moyen-Orient, mais aussi bah, dans la même logique que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, voilà, il y a diverses campagnes, notamment celle de Macron, destitution Macron, je sais plus, mais pour enfin que Macron soit destitué, quoi. Les différentes mobilisations qu'il y aura à avoir contre ce gouvernement qui est vraiment genre un ultime soupir de
de survie de la Macronie. Voilà, faut qu'on continue de se mobiliser. Moi, je te remercie beaucoup, Manel, pour Merci cette à toi discussion. pour Euh, l'invitation. T'as peut-être des choses que tu aurais aimé aborder. Non, je pense que c'est un sujet complexe et on pourrait Ouais, faire 60 000 talks, mais je ouais, ouais, pense que c'est bien de l'avoir un peu sous cette forme de discussion courte et un ouais. peu de ce qui nous vient maintenant sur le cœur. Mm. Et voilà. C'est bien. On fait des tests, on fait des discussions plus ou moins longues. Dites-nous ce que vous en pensez. La vidéo, bien sûr, sera disponible en rediffusion sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne Twitch, évidemment, la chaîne YouTube. Euh, et, et normalement, c'est un engagement, du coup, vu que j'en parle, on va à nouveau être dispo en podcast très prochainement. Et donc aussi, soyez attentifs aux prochaines publications qu'on fera à ce sujet. Comme ça, vous pourrez nous écouter en allant au travail ou en vous baladant sans être obligé d'avoir YouTube Premium pour nous écouter. Voilà. En tout cas, je te remercie encore, Manel. C'est toujours trop cool de discuter avec toi. C'est trop cool de discuter Euh, avec toi. Et voilà, on fait les influenceuses politiques. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, etc. Et on se retrouve la semaine prochaine. Pour le Euh, unboxing. de quoi? Pour le unboxing. Pour le, pour le swap. Euh, vous n'avez pas les refs, c'est parce que vous êtes des boomers. C'est votre problème, c'est pas le nôtre. Il y a Soupe au poivre et Soka qui ont mis plein de liens dans le chat pour ceux qui sont en direct. Et voilà, merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Et puis, passez une très bonne fin de soirée. Et et à très bientôt, du coup, à lundi prochain sur Twitch et tous les jours sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Salut!